Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors une vidéo qui devrait pas être trop longue, j'espère. Je dis ça à chaque fois mais c'est pas grave. Aujourd'hui on va voir comment faire un effecteur custom, c'est-à-dire un effecteur personnalisé. C'est-à-dire qu'on va pas utiliser un de ces effecteurs là pour faire un effet, mais on va créer un effecteur avec Expresso. Donc vous verrez que dans Expresso, il y a à peu près tout ce qu'il faut pour créer des effecteurs, enfin l'équivalent d'un effecteur. Ce sera pas vraiment un effecteur, c'est-à-dire que ici, tous ces effecteurs-là, si j'ajoute l'effecteur simple par exemple, cet effecteur-là, pour qu'il ait un effet sur quelque chose, il faut que je l'ajoute soit en enfant d'un élément et que je le spécifie comme déformateur, soit que je le fasse glisser en fait dans le champ effecteur d'un élément MoGraph. L'effecteur que nous on va faire n'a pas ce genre de concept. C'est-à-dire qu'ici, je vais virer ça, voilà. L'effecteur qu'on va faire en fait n'a pas besoin d'être mis dans un champ effecteur d'un objet MoGraph, parce qu'en fait tout ce qu'il a besoin sera indiqué dans la partie Expresso. Donc c'est pas un effecteur MoGraph, ça a juste la même utilité qu'un effecteur MoGraph, le même but. Ici, j'ai dans ma scène, j'ai déjà fait un texte en 3D. J'ai déjà préparé ça avec Trozy, c'est-à-dire que j'ai tapé ces trois lettres et je les ai découpées en petits morceaux. Je l'ai fait avant de commencer à enregistrer parce que Trozy a la fâcheuse tendance de planter quand on lui demande un peu trop de morceaux, et comme il y a beaucoup de morceaux que je voulais faire, ça a planté plusieurs fois. Donc je l'ai préparé à l'avance pour pas avoir à refaire plusieurs fois la vidéo. Donc ici en fait j'ai le texte C4D qui est découpé avec Trozy, c'est-à-dire si on regarde hop, le maillage, on voit que c'est déjà en petits morceaux, c'est déjà bien découpé comme il faut. Je peux tout à fait sélectionner un morceau et le déplacer. On voit qu'à l'intérieur c'est bleu, à l'extérieur c'est orange, et que la pièce est bien découpée. Voilà, donc ça c'est un texte qui est déjà en plein de petits morceaux. J'ajoute un sol, on va continuer un petit peu la scène, c'est-à-dire qu'on va s'arranger pour que tout ça soit un peu mieux. On va mettre une texture sur le sol. Alors, je réfléchis, est-ce que non, je vais faire un arrière-plan, et sur cet arrière-plan, je vais mettre un dégradé que je vais aller chercher dans la médiathèque. Comme ça sera parfait. Alors, j'ouvre la médiathèque. Ça prend toujours un peu de temps quand c'est la première fois qu'on l'ouvre, voilà. Dans background, bah, c'est parfait. Je prends ce dégradé là, alors c'est un simple dégradé hein, tout bête, je le mets sur l'arrière-plan, donc il se place en frontal, et ensuite je vais le faire glisser avec un contrôle-clic déplacé sur le sol, pour en faire un double sur le sol. Sur le sol je vais mettre un tag de rendu, en cochant composition ici, avec composition avec le fond, voilà, ce qui fait que maintenant, je dois avoir une scène qui est pas trop dégueulasse, c'est bien. On peut ajouter des lumières, etc. Je mettrai peut-être plutôt l'illumination globale, histoire de gagner du temps. Mais sinon, un petit éclairage, un éclairage de surface, ce serait parfait. Ici, je vérifie que j'ai bien retiré la spécularité parce que j'aime pas trop ça. C'est parfait. Ici, on a une scène, c'est très bien. On a donc un élément qui est fractionné. Et c'est sur cet élément-là qu'on veut appliquer un effecteur. Qu'est-ce qu'on va créer comme effecteur? En fait, comme effecteur personnalisé, on va créer un effecteur qui permet d'activer la dynamique, donc un petit peu comme les autres effecteurs MoGraph, mais seulement on va lui demander un petit truc en plus à cet effecteur, c'est-à-dire on va demander aussi à ce qu'il désactive la dynamique. C'est-à-dire que tous les éléments qui seront influencés par cet effecteur seront dynamiques, et tous les éléments qui ne le seront pas ne seront pas dynamiques. Et quand on désactive la dynamique dans MoGraph, en fait, les éléments reprennent leur place. C'est-à-dire que ici, on va déjà commencer par rendre tous ces petits morceaux dynamiques et les faire tomber sur le sol. C'est quelque chose de très basique, on a déjà vu dans plein de tutoriels. Alors, comme c'est que des éléments déjà découpés, en fait, il faut que je sélectionne toutes les pièces qui sont ici. Voilà. Alors, il y en a plus que 30, hein. Je crois qu'il y en a 90 parce que ça reprend plusieurs fois 30. Voilà, parce qu'il y avait 3 lettres. Et il y a 30 morceaux par lettre. Donc j'ai sélectionné tous les éléments, sur un clic droit, propriété simulation, et j'ajoute le tag corps rigide. Donc ça a ajouté ici le tag corps rigide sur tous les éléments de ma scène. Je fais ça comme ça, c'est-à-dire sans passer par un cloneur ou par un objet fracture, parce que j'ai pas besoin
d'un cloneur ou d'un objet fracture. Ici, il faut que le tag soit appliqué sur chaque élément. Parce qu'en fait, on va jouer avec les paramètres de ce tag et on va jouer indépendamment avec les paramètres de chacun de ces tags avec notre effecteur. Donc ici, tous mes tags sont activés et la dynamique est activée. Attention, il y a une chose qui est très importante. Ici, le activé qui est coché et le dynamique activé ici, c'est pas les mêmes. Si on décoche ici, on désactive le tag. Ici, il devient grisé. Mais ça ne désactive pas forcément la dynamique. Et si ici on met désactivé, ça ne désactive pas le tag, ça le change simplement de style. C'est-à-dire que ce n'est plus un tag avec la dynamique activée, c'est un tag avec la dynamique désactivée. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, on va voir ça tout de suite. Je vais sélectionner tous les tags dynamiques, donc du premier au dernier. Si je fais lecture, alors je vais mettre plus de frames quand même. Bon, voilà, si je fais lecture, ici tous les éléments, tous les morceaux de ce texte sont dynamiques, puisque ici tous les tags sont suractivés. Je fais lecture, les morceaux tombent. Si je mets ici désactivé, tac, les morceaux vont reprendre leur place. Alors que si je fais la même chose avec ça, c'est pas pareil. Ici, j'ai simplement désactivé la dynamique. Donc, je réactive la dynamique, on remet ici activé, voilà. Si je désactive ça, ça a désactivé les tags, mais voilà, les morceaux ici ne reviennent pas en place. Il faut ici que je remette désactivé et je réactive le tag pour que ça reprenne sa place. Alors ici, comme j'ai joué un petit peu avec tout, forcément ça marche plus. Donc ici je vais mettre activé et je laisse ça cocher, c'est parfait. Donc on regarde bien. Si je fais lecture, ça tombe. Si je fais désactiver, ça reprend sa place. Voilà. Et ça c'est très important. Parce qu'en fait, je remets activé par défaut. Parce qu'en fait, c'est avec ça qu'on va jouer. Je vais maintenant, je vais remonter tout en haut, ici. Je vais sélectionner le sol et je vais mettre aussi sur le sol un tag de simulation. Donc clic droit, propriété simulation, et ici je choisis corps collision. Donc les morceaux vont tomber, mais vont entrer en collision avec le sol. C'est-à-dire qu'ils vont pas traverser le sol, ils vont vraiment s'étendre sur le sol. Collision. Si je fais lecture, on voit que les morceaux tombent sur le sol. Donc ici, ça c'est du homographe classique. Et pareil, là encore, si je sélectionne tous ces tags, ici, voilà, tous les tags, on fait un petit zoom arrière. Si je mets lecture, ils tombent, et si ici je mets désactivé, ils reprennent leur place. Et ce comportement-là est très intéressant parce que c'est ce comportement-là qu'on va influencer avec notre pseudo effecteur homographe, avec notre effecteur custom. Parce que ici, si je fais activer, désactiver la dynamique, c'est sur tous les tags en même temps. C'est pas intéressant de le faire sur tous les tags en même temps. Ce qui est intéressant, c'est de le faire seulement sur une partie des tags, que tout ne tombe pas d'un coup, tout ne se remette pas en place d'un coup, que ce soit vraiment au cas par cas. Chaque élément séparément. Et donc ça, c'est un effecteur qui permet de le faire. Pour faire ça bien, je vais créer un neutre dans ma scène. J'ajoute un neutre, voilà. J'ajoute un neutre, j'aurais pu prendre autre chose qu'un neutre, mais un neutre c'est plus pratique parce que ça n'a pas de polygone, c'est juste un axe, donc c'est parfait. Ce neutre, je vais l'appeler effecteur custom. On peut l'appeler comme on veut. J'aurais pu l'appeler effecteur personnalisé, j'aurais pu lui donner n'importe quel nom, ça n'a aucune importance, c'est juste comme ça je vais bien le repérer. Je vais mettre dessus un tag Expresso parce qu'en fait on va utiliser Expresso. Donc le clic droit, propriété Cinema 4D, et ici je vais chercher Expresso. Tac. Ici j'active ça, c'est parfait. J'agrandis un peu ma fenêtre Expresso, je la réarrange. Normalement c'est plus long que au niveau de ce qu'on va faire. Je vais dans le Xpool. Je vais avoir besoin de quoi ici dans opérateur système? Je vais avoir besoin de quelques nœuds Expresso et quelques nœuds homographe. Donc j'ai besoin de dérouler ces deux catégories. Qu'est-ce qu'on va faire donc? On veut que cet effecteur influence les tags, les propriétés des tags corrigides que l'on a sur chaque morceau ici. Donc il faut que j'aie accès en fait à chacun de ces morceaux et que j'aie accès aux tags de chacun de ces morceaux.
Donc les morceaux sont mis dans un neutre qui s'appelle C4D. Donc je vais ajouter ce neutre dans la scène. Tac, C4D. Je l'ai appelé C4D, j'aurais pu l'appeler n'importe comment. Pour accéder en fait à chaque élément de ce neutre, on a déjà vu qu'il y avait un nœud exprès pour ça, c'est le nœud hiérarchie. Le nœud hiérarchie se trouve ici dans la section itérateur, donc j'ouvre itérateur, et ici j'ajoute le nœud hiérarchie. Tac. Je le sélectionne, on peut regarder ses propriétés. Ici, par défaut, la référence c'est Fitter Custom, parce que c'est celui qui a été sélectionné, c'est celui qui est en premier ici. C'est pas ce que je veux, ici il faut que ça soit C4D. Tac. Mais ça c'est pas important, parce qu'en fait je vais le relier, ce nœud, je vais le relier ici au nœud C4D, donc ça fonctionnera quoi qu'il arrive. Donc ici, pour les relier, je vais chercher ici dans le petit carré bleu le port objet, ici dans le petit carré rouge le port objet aussi, et je relie simplement les deux. Tac. Qu'est-ce que je fais en faisant ça? J'indique que dans le neutre C4D, je sais qu'il y a plein d'éléments dedans, je veux accéder à la hiérarchie de ce neutre C4D. Donc ici, par le port objet en rouge, il y a en fait tous ces éléments-là qui sortent. J'ai besoin en fait d'accéder non pas à ces éléments-là, mais à leur tag. Donc ici, j'ai besoin d'indiquer que dans ces éléments-là qui sortent, il faut que j'aille chercher un tag particulier. Comment je fais ça? Je prends le premier ici, n'importe lequel, en fait on peut prendre n'importe lequel, mais je prends le premier. Tac, le premier élément de la hiérarchie C4D, je l'ajoute. Je vais aller chercher ici son port objet dans le petit carré bleu, et je le relie ici à la hiérarchie. Donc là, je dis que les éléments pièces, tous les pièces qui sont dans la hiérarchie de C4D, je veux y accéder. Mais c'est pas les éléments pièces que je veux accéder, c'est les tags. Donc ici, je vais ajouter autre chose. Je vais toujours ici dans Expresso itérateur, je vais chercher ici le nœud propriété. Je l'ajoute. Tac. Ce nœud permet justement d'accéder à une propriété, un tag qui est appliqué sur un élément. Donc il faut que je le relie à quelque chose, je vais le relier ici à pièce. Donc ici je rajoute le petit port du côté rouge objet et je relie ici. Il faut indiquer quelle propriété on veut accéder. Donc ici il faut que j'indique une propriété. Alors c'est quelle propriété? Et je peux prendre celle que je veux, mais en fait ici ce qu'on a besoin c'est le tag ici de dynamique de cœur. Donc je l'ajoute dans mon Expresso, dynamique de cœur. On va l'agrandir un petit peu, voilà. Ici, je vais chercher dans le petit carré bleu le port objet et je le relie aux propriétés. Et en faisant ça, en fait, j'accède aux propriétés dynamiques de cœur de tous les éléments qui sont dans C4D, dans le neutre C4D. Alors, je répète bien, j'ai le neutre C4D, j'ai un nœud hiérarchique qui permet d'accéder à tous les éléments qui sont dans C4D. Ensuite, ici, j'indique que pour chaque élément, je prends une propriété qui est dessus, et cette propriété, c'est la propriété dynamique de cœur. Donc, dynamique de cœur, on remonte sur propriété, on remonte sur pièce, on remonte sur hiérarchie, on remonte sur le neutre C4D. En faisant ça, en fait, j'accède à toutes les propriétés que je veux facilement. Donc ici, c'est dynamique de cœur que j'ai besoin. Je vais le mettre ici, je vais faire un petit peu de place comme ça, parce qu'il faut que je rajoute des trucs ici. Donc là, je peux accéder à ces propriétés. Les propriétés du dynamique de cœur, on peut les modifier avec ici les peurs qui sont dans le petit carré bleu. On a ici, voilà, j'essaie de faire ça. Ici, tac. Ici, on a caractéristiques, on ne s'occupe pas. Ici, les collisions, toutes les collisions, les corps souples, la dynamique, et c'est là que c'est intéressant. Parce que dynamique, qu'est-ce que l'on a? On a le activé qui est ici, qui correspond à la case à cocher qui est là. Et dessous, un peu dessous, alors ici dynamique, ici on a dynamique qui correspond en fait à ce déroulant là, activé, désactivé. Et c'est ça qu'on va justement utiliser. Donc ici dans le petit carré bleu, je vais choisir donc dynamique et ici dynamique. Tac. Donc ici j'ai un port dynamique qui est disponible. Maintenant, ici, dans ce port dynamique, je peux lui entrer une valeur, par exemple une valeur 0 ou 1 qui va me permettre de modifier justement le choix qui est ici. Alors ici, on a 0, 1 et 2, si je me trompe pas.
nous, on va juste entrer une valeur 0 ou 1, c'est-à-dire désactiver ou activer. Juste les deux premiers. Donc c'est pas gênant. On s'occupe pas de la couleur de nœud. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais ici ajouter un nœud qui va me permettre justement de créer le comportement d'un effecteur. Ce nœud, on l'a déjà vu aussi, c'est le nœud atténuation. On le trouve ici toujours dans... Alors je vais pas fermer ça, je ne me trompe pas. Ici on a l'opérateur système, on a MoGraph et ici on a le nœud atténuation. C'est un nœud, je crois que j'en ai déjà parlé. Je sais pas si c'était dans une vidéo en public ou si c'était juste une réponse à une question d'un abonné, mais je sais que j'en ai déjà parlé. Ce nœud, je l'ajoute. Tac. Ce nœud, en fait, permet de recréer. Alors, je vais montrer avec un effecteur simple. Voilà. Quand on sélectionne un effecteur simple, ici, on a l'onglet atténuation. Et l'onglet atténuation, on a ici plusieurs paramètres. On peut changer la forme, mettre par exemple une forme sphérique, une forme linéaire, et ça change, en fait, ça donne ici une gestion de l'atténuation justement de l'effecteur. Je retire cet effecteur simple. Et ce nœud permet exactement la même chose. C'est-à-dire que si je le sélectionne, ce nœud, tac, je clique dessus et je vais ici dans ses paramètres, je vais ici dans atténuation et on retrouve la même chose. Infini, aucun, boîte, capsule, linéaire, sphère, etc. Donc on peut retrouver exactement la même chose que dans les effecteurs. Ce nœud atténuation ne fonctionnera bien que si les trois peurs qui sont ici, ces deux-là et celui-ci, sont reliés à quelque chose. C'est-à-dire que si vous reliez ici la matrice d'atténuation et la position d'échantillonnage à quelque chose, et que vous ne reliez pas la valeur à quelque chose, le nœud ne fonctionne pas bien. Donc c'est très important de tout relier. En fait, il n'y a pas énormément de choses, vous voyez qu'ici il n'y a que valeur, et ici il n'y a que ces deux ports-là, qui sont déjà ici par défaut, il y a ça à relier. Qu'est-ce que l'on a besoin de relier là-dessus? Ici, la valeur, ça va nous sortir une valeur qui est un type réel, qui est une valeur entre 0 et 1. La matrice d'atténuation, en fait, c'est le sens dans lequel notre atténuation doit être tournée, notre effecteur sera tourné. Donc on a besoin, en fait, la matrice d'atténuation de le relier ici à notre neutre effecteur custom, qu'on a créé exprès. Donc l'effecteur custom, je l'ajoute. Voilà, je l'ajoute ici. C'est lui qui va nous permettre, en fait, de gérer un petit peu notre effecteur. Je vais aller chercher ici la matrice globale, parce que ici c'est une matrice qu'on a besoin. Donc ici, je vais prendre la matrice globale et je vais relier la matrice d'atténuation du nœud atténuation à la matrice globale de l'effecteur custom. Si je fais ça, en fait, et que je bouge l'effecteur custom, vous voyez que ça n'a rien changé. Ici, la petite ligne jaune, c'est mon nœud atténuation, il bouge pas. Il reste en place parce qu'en fait, j'ai fait CTRL Z, parce qu'en fait, ici, la valeur et la position d'échantillonnage ne sont pas reliées à quelque chose. Donc l'atténuation ne sait pas, en fait, ce qu'elle doit faire. Je vais inverser ces deux peurs, par contre, pour que ce soit plus clair. Voilà. La position d'échantillonnage, c'est quoi? C'est en fait les éléments qui seront la position des éléments qui seront affectés par notre atténuation. Donc ici, qu'est-ce que l'on veut affecter? On veut affecter en fait la position de ces pièces-là, toutes ces pièces-là. Donc ces pièces-là, on les retrouve ici, c'est ce nœud-là. Donc le nœud qui est ici, il faut que je le relie à ce nœud qui est ici. Ici, c'est une position, c'est la position d'échantillonnage. Donc ici, je vais aller chercher dans le petit carré rouge la position. Alors, coordonnées, position globale, et je relie la position globale à la position d'échantillonnage. Tac. On va réajuster un petit peu les choses. Voilà, parfait. C'est génial. Ici, la valeur, j'ai dit que ça sortait une valeur entre 0 et 1. Ici, la dynamique, si je mets 0, c'est la dynamique désactivée. Si je mets 1, c'est la dynamique activée. Donc c'est parfait. Ici, je relie simplement la valeur sur la dynamique. Et en faisant ça, juste ce petit setup là, il prend pas beaucoup de temps à faire. Juste en faisant ça, en fait, je crée un effecteur custom, enfin un setup expresso qui se comporte comme un effecteur. Donc ici, le neutre C4D, on prend dans sa hiérarchie les éléments pièces. Pour les éléments pièces, on prend la propriété, une des propriétés, laquelle on prend la propriété dynamique de corps. On modifie la dynamique de la propriété dynamique de corps en fonction de l'atténuation qu'il y a entre l'effecteur custom et les pièces qui sont
inclus dans la hiérarchie de C4D, du neutre C4D. Donc en faisant ça, ici, j'ai créé un petit effecteur, enfin un élément qui se comporte comme un effecteur. Ici, on a juste une croix. Comment ça se fait que j'ai pas d'effecteur? J'ai pas mon atténuation, parce qu'en fait, il faut la régler cette atténuation. Et ça se règle non pas ici dans l'effecteur custom, mais dans les propriétés du nœud atténuation. Donc j'ouvre ça, je clique ici sur atténuation, et ici j'ai atténuation, les propriétés de mon atténuation, et je peux changer ça. Par exemple, ici je vais mettre linéaire. Tac. Et j'ai une atténuation linéaire que je peux modifier, déplacer, en déplaçant ici mon neutre effecteur custom. Parfait. Vous verrez qu'il y a quand même des petites limitations à ce setup, mais avec un petit peu d'astuce, on peut régler les choses. Donc ça, je peux le fermer. J'ai ici donc un pseudo-effecteur, voilà, que je vais mettre juste comme ça au milieu. Si je fais lecture ici, tac, on voit que la moitié seulement des textes tombe. Parce qu'en fait, ici, la partie rouge définit où commence et où s'arrête l'effet. Donc, par où est le on, par où est le off. Cette partie-là, c'est off. Cette partie-là, c'est on. Donc, de ce côté-là de l'effecteur, les pièces sont dynamiques. De ce côté-là de l'effecteur, les pièces ne le sont pas. Donc, si je fais lecture et que je déplace mon effecteur, je peux rendre les pièces dynamiques ou au contraire, désactiver la dynamique et revenir en arrière. Il faut bien reprendre toutes les pièces. Voilà. Ici, il y en a qui sont partis beaucoup trop loin. Il faut que je les rattrape comme ça. Voilà. Pour qu'ils aillent se remettre en place. Et il y en a qui sont partis encore beaucoup trop loin. Ils doivent être complètement imperfects. Voilà, ils sont carrément là-bas. Donc, faire comme ça pour les ramener, en fait, tous en place. Voilà. Et je regarde si j'en ai pas perdu en route. J'en ai perdu en route, c'est pas grave. Donc, en fait, faut faire attention. Justement, que ça passe bien. Donc, si je fais lecture comme ça, que je me déplace juste comme ça, je peux casser un élément et hop, je peux aller remettre les pièces en place. Juste avec cet effecteur. Cet effecteur, je peux aussi passer... Alors, je peux hop, le resélectionner, son atténuation. Ici, à la place de mettre linéaire, je peux mettre par exemple infini. Donc, dans ce cas-là, c'est toute la scène qui est gérée. Je fais lecture, tac, tout tombe parce que ici, il influence à 100%, et si je baisse l'influence à 0, tout revient en place. Mais là, ça a un effet sur toute la scène. C'est pas forcément ce que je veux. Je peux ici demander à avoir ici une forme de type boîte, et puis dans ce cas-là, c'est la boîte qui définit qu'est-ce qui est... je vais remettre bien tout comme il faut. Là, ça marche pas. Qu'est-ce que je me... Ah, j'ai l'influence est à 0. Voilà, on va faire ça. Voilà, c'est la boîte en fait qui définit qu'est-ce qui est dynamique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc en fait, quand la boîte passe dans l'élément, ça devient dynamique. Quand elle ressort, ça repart dans l'autre sens. Donc seulement les éléments qui sont dans la partie rouge ici sont dynamiques. Je peux mettre ici une forme de type sphère, et dans ce cas-là, c'est une type sphère qui va gérer la dynamique. Alors si je fais ça, comme ça, il faut bien que ça rentre dedans. Voilà, ici c'est la partie qui est en dynamique, et quand ça sort de la sphère, la dynamique s'annule. Donc en fait, les éléments reviennent tout seuls, et quand ils rentrent dans la partie rouge, la dynamique se remet en marche. Donc c'est assez spécial comme effet. Voilà, on peut faire un effet comme ça. On pourrait tout à fait faire passer la sphère comme ça, et hop, on a le truc qui se casse et qui revient en place aussitôt. Parce qu'en fait, la sphère est passée, et les éléments n'étant plus dans la zone rouge, ne sont plus dynamiques. Donc comme ça, on peut faire des petits effets assez sympas, qui sortent un peu de l'ordinaire. Ici, j'ai utilisé le type infini, j'ai montré le linéaire, le sphère, le boîte. Les autres fonctionnent sur le même principe. Alors, petit problème, petite limitation. Ici, on a vu déjà que quand, voilà, les éléments partaient trop loin, en fait, j'avais du mal à les rattraper parce qu'en fait, ils sortent vraiment de la zone d'influence de l'effecteur. Ils sont soit trop affectés par l'effecteur parce qu'ils sont carrément partis à perpète au fond de la scène, soit ils sont plus dans le champ. Mais alors, le problème, c'est que ici, par exemple, je fais ça. Alors, faut que je me mette lecture. Les éléments tombent.
Je fais ça, les éléments reprennent leur place. Ok, aucun problème. Maintenant, cet effecteur, je vais le faire tourner. Je le sélectionne comme ça, je le fais tourner, on va le faire tourner un petit peu comme ça. On va dire 50 degrés. Je fais lecture et je vais simplement le déplacer. Donc si je le fais déplacer comme ça tombe. Je fais ça, ça remonte. Aucun problème. Ça fonctionne très bien. Maintenant, je le fais tourner dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais le faire tourner, je le sélectionne bien, dans ce sens-là. Parfait. On va le repositionner de manière que ça soit plus pratique quand même à gérer. Voilà, c'est bien. Je fais lecture. Je fais ça. Les éléments tombent. Je fais ça, les éléments remontent. Jusqu'ici, aucun problème. Par contre, il y a un moment donné... Alors, je vais essayer de montrer ça. C'était dans l'autre sens. J'inverse le truc. Je vais le faire tourner dans l'autre sens. Voilà. Faire tourner bien dans l'autre sens. Si j'y arrive. Voilà, le truc bleu. Je le fais tourner bien dans l'autre sens. Parfait. Il y a un moment donné où justement la dynamique va nous poser problème. C'est-à-dire qu'ici, je fais ça, les éléments tombent, et là vous voyez qu'en fait, il y a des éléments qui traversent le sol. Pourquoi ces éléments traversent-ils le sol? Ils sont bien dynamiques puisqu'ils tombent. Et pourtant ils traversent le sol. Ils traversent le sol parce qu'en fait, ils sont en dessous de la partie rouge ici. Et comme ils sont en dessous de la partie rouge, la dynamique est désactivée. Comme la dynamique est désactivée, mais qu'ils sont partis sur leur élan, ils ne rentrent pas en contact avec le tag de dynamique qui est ici, qui est un tag de collision, qui lui est activé. Les éléments n'étant plus dynamiques, mais lancés sur leur élan, traversent le sol parce que il n'y a pas de raison à ce qu'ils rentrent en contact dedans puisque leur dynamique est désactivée. Donc ils traversent le sol et quand ils sont assez loin, ils remontent pour reprendre leur place et ils retraversent de nouveau le sol. Donc en fait ici on a un petit souci quand on utilise l'effecteur dans ce sens-là. C'est-à-dire que si je l'utilise pile à l'horizontale comme ça, 90 degrés, si je l'utilise comme ça, je vais avoir un souci. On va voir ça tout de suite. Les blocs en fait vont traverser le sol. Je fais ça, je fais comme ça. Les éléments tombent et quand je remonte en fait, les éléments passent en dessous du sol. On va le voir tout de suite comme ça. Je fais redescendre ça. Les éléments tombent, ils passent en dessous du sol et ils remontent en fait pour reprendre leur place. Donc en fait, on peut faire pas mal d'effets avec ça, mais il y a quand même certaines limitations, c'est-à-dire que quand on sort du champ d'action de l'effecteur, de l'atténuation, la dynamique étant désactivée, elle est désactivée pour tous les autres éléments, toutes les autres interactions qu'il doit y avoir. Si le sol doit rentrer en contact avec les blocs ne vont pas buter sur le sol avant de revenir en place. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. À part ça, tout le reste fonctionne bien. Donc si je fais par exemple un truc comme ça, j'ai mis ça à 90 degrés, je fais lecture, ici j'ai que la moitié, hop, on fait ça, ça revient en place. Le truc que je trouve le plus sympa, c'est quand même avec la sphère. Alors je vais reprendre l'atténuation, ici la sphère ou la boîte, voilà, que je trouve vraiment sympa parce qu'en fait, on a vraiment un effet de cassure et tout revient en place en fait assez facilement. Alors oui, pour changer la dimension, c'est pas comme ça, il faut que je sélectionne l'atténuation et que je change la taille ici. Alors on va changer l'échelle comme ça plutôt. Ça sera bien mieux. Je vais remettre ça comme ça. Ici, je me mets à peu près ici. Si je passe comme ça, hop, je casse les éléments et les éléments reprennent leur place quasiment aussitôt. Un effet qui est plutôt sympa. Donc ça, c'était la création en fait d'un petit effecteur qui fonctionne comme un effecteur mais qui n'a pas le même concept que l'effecteur. On n'a pas besoin d'éléments homographes, on n'a pas besoin de les faire glisser dans un champ effecteur. Ça fonctionne avec tous les éléments mis dans Cinema 4D. Là où on peut aller un petit peu plus loin, parce qu'on peut aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'ici je joue avec la dynamique de corps. Je joue avec en fait ici
en fait, avec ce paramètre-là dynamique. Mais je suis pas limité à ça. Je peux tout à fait utiliser autre chose que dynamique de cœur. Ici, je peux tout à fait retirer la dynamique de cœur. Je peux tout à fait sélectionner en fait tous ces tags là et les supprimer. Tac. Je sélectionne toutes les pièces par exemple et je vais ajouter un autre tag dessus. Alors celui que je veux, hein, mais ici il y en a certains pour qui ça va fonctionner mieux que d'autres. Donc ici je vais chercher en fait le tag affichage. J'aurais pu prendre le tag vibration par exemple, qui aurait été sympa aussi. On peut sans doute faire des choses aussi avec le restriction, peut-être le metaball si on joue qu'un peu avec le metaball, avec le cible sans doute, avec pas mal de choses. Ici je vais prendre le tag affichage parce que c'est beaucoup plus parlant. Donc j'ai ajouté ici un tag affichage. Alors non, je ne l'ai pas ajouté. Je vérifie, non, il ne s'est pas ajouté. Donc clic droit, propriété CMAKD, affichage. Voilà. J'ai ajouté un tag affichage sur toutes les pièces. Ici, le petit tag affichage. On regarde les propriétés du tag affichage. Ici, je peux cocher ces cases-là. Je peux jouer avec tous ces réglages-là. Donc on va cocher en fait la case visibilité de tous les tags. Donc je sélectionne le premier, je vais tout en bas, je sélectionne le dernier, ça sélectionne tout. Et ici, je coche utiliser la visibilité. Ici, la visibilité, c'est une valeur entre 0 et 100%. Et moi, ici, je sors une valeur entre 0 et 1. Donc, ce que je vais faire, c'est ajouter, en fait, une cartographie d'intervalle. Je vais ajouter d'abord mon tag. Alors, je reviens tout en haut. Je prends le premier, par exemple. Je l'ajoute. Je vais prendre ici le port objet. Je le relie ici à la propriété. Donc, j'accède, en fait, aux propriétés du tag affichage. Et ici, je vais aller chercher dans les caractéristiques ici dans les ports bleus. Ici, je vais aller chercher le visibilité, ici. Affecter la visibilité, c'est la case à cocher. Donc, visibilité qui est ici, je l'ajoute. Ici, ça me sort une valeur entre 0 et 1. Je vais aller chercher maintenant ici, dans Expresso, dans calculer une cartographie d'intervalle. Tac. Que je vais venir mettre entre la valeur ici et ici la sortie entre à la visibilité du tag affichage. On va faire ça comme ça. La cartographie d'intervalle, je la sélectionne. En entrée, j'ai une valeur entre 0 et 1. En sortie, je veux une valeur entre 0 et 100. Voilà, tout bêtement. Donc j'ai ce petit setup là. Et en faisant ça maintenant, mon pseudo-effecteur joue sur la visibilité en fait des pièces. Je peux fermer ça. Ici, si je bouge l'effecteur, ça affiche en fait les pièces, seulement les pièces qui passent dans la zone en rouge. Donc on va changer le type d'atténuation. Je le sélectionne. Je vais ici remettre un mode linéaire. Voilà. Parfait. Et donc quand c'est d'un côté de mon pseudo-effecteur, de mon effecteur custom, c'est affiché. Quand c'est de l'autre côté, ce n'est pas affiché. Mais seulement c'est affiché avec un petit fondu normalement. Alors, si je fais ça bien, il faut que je sélectionne l'atténuation, que je joue avec... Alors, je remets l'échelle là. Je joue avec l'atténuation ici. Normalement, voilà, ici j'ai un petit fondu. Alors, c'est assez léger. Celui-ci est semi-transparent. Voilà. Là, c'est bien opaque. Là, par là, c'est bien transparent. Et celui-là est semi-transparent. Donc, en bougeant, en fait, mon effecteur comme ça, je peux jouer, en fait, avec la transparence, en fait, l'affichage des morceaux. Tout bêtement, tac, comme ça. Ici, j'ai utilisé le tag d'affichage, mais j'aurais pu utiliser autre chose. Par exemple, ici, je vire mon tag d'affichage. Ici, je sélectionne tous les tags d'affichage de ma scène, je les supprime. Je resélectionne toutes les pièces, alors de la pièce 1 ici jusqu'à la dernière ici, et je vais ajouter un autre tag, par exemple le tag vibration, parce que j'ai dit qu'il était sympa. Alors on peut aussi aller voir du côté ici des autres tags de simulation, on peut aller voir un petit peu tous les tags qu'on a à disposition. Ici je vais prendre le tag de vibration parce que je le trouve sympa. Donc je prends ensuite le premier tag vibration, je l'ajoute, voilà. Là pareil, je vais chercher le port objet, je le relie ici à la propriété.
je le relie à la propriété. Parfait. Et ici, je vais pouvoir jouer avec quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce tag? Peut-être ici, alors, ici, jouer avec, peut-être avec une fréquence. On va aller voir le tag, qu'est-ce qu'il propose. On peut modifier la position, l'échelle, la rotation, et on peut jouer avec la fréquence de la rotation. C'est intéressant. Donc, je vais sélectionner tous les tags ici, vibration. Pour tous ces tags, je vais cocher ici, modifier la position. Et puis ici, je vais mettre, on va dire, 180. Voilà, comme amplitude. Et puis, on va jouer en fait avec la fréquence ici. On va mettre une fréquence entre 0 et 1, donc, par exemple, ou plus. Donc ici, le petit carré bleu, je vais chercher fréquence rotation. Voilà. Et dans fréquence rotation, hop, je le relie ici à ma cartographie natale. Ou d'abord, on va d'abord le relier directement à ça, pour voir ce que ça donne. Voilà. Si je fais lecture, on voit que de ce côté-là, tous les éléments bougent, parce qu'ils sont de ce côté-là de l'effecteur. Si je déplace l'effecteur, faut que je retrouve mon effecteur, voilà. Si je déplace mon effecteur, voilà, c'est tous ces éléments-là qui bougent. Si je redéplace dans l'autre sens, c'est seulement ces éléments-là. Donc en fait, en jouant ici avec cet effecteur, je peux changer la fréquence en fait de rotation des éléments. Si j'ajoute la cartographie d'intervalle, je peux choisir exactement de combien je veux jouer. Voilà. Donc ici, on a un petit effet qui est assez sympa, qu'on peut contrôler comme ça. Alors au moment où ça passe, ça fait assez spécial. Il faut jouer un petit peu avec les réglages de l'atténuation peut-être, diminuer peut-être l'atténuation, son influence, ou l'augmenter, ou gérer ça un petit peu différemment. Changer peut-être la forme de l'atténuation, ça peut être intéressant. Si je sélectionne mon atténuation, et ici je change sa forme, je reprends une forme boîte par exemple, on n'a que les éléments qui sont dans la boîte qui sont affectés, et donc ça je peux le déplacer, là si j'y arrive, voilà, le déplacer un peu comme je veux dans la scène, et puis affecter en fait les éléments au cas par cas. Donc là en fait on a avec juste ce petit setup, voilà, créé un pseudo effecteur de manière très simple, juste en utilisant de l'expresso. Donc je rappelle un petit peu les choses, on va reprendre le truc de base. Ici, on a le neutre C4D qui correspond à tous les éléments que l'on veut contrôler. Le nœud hiérarchique qui nous permet justement d'accéder à tous ces éléments. On indique que ce sont bien les pièces. Ici, le premier élément qui est ici. De cette pièce, on va y récupérer une propriété. Ici, on indique la propriété qu'on veut. Ça peut être le vibration, ça peut être, comme j'ai montré tout au début, la dynamique de cœur, ça peut être un tag affichage, ça peut être peut-être un tag de texture, ça peut être un tag de sélection. On peut sans doute faire des choses très intéressantes avec les tags de sélection, vu que ici, on doit pouvoir... Alors, il faudrait gérer en fait les noms ici. Ah, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce qu'en fait, il faut gérer les noms, donc... il y aurait un petit peu plus ici, il faudrait faire une sortie autre que juste 0 et 1. À moins qu'on indique comme nom 0 et 1, à la limite, on peut peut-être jouer comme ça. On peut sans doute faire des choses. Et ensuite, ici, on a le nœud atténuation qui permet justement de gérer l'atténuation de notre pseudo-effecteur. Et on a ce neutre ici, qui est l'effecteur custom, ici, ce neutre que j'ai créé exprès, qui permet de gérer en fait la position de l'effecteur. Et pas oublier que l'atténuation, les trois peurs doivent être reliées à quelque chose pour que ça fonctionne. Voilà, ça c'était le tutoriel sur ce Cinema 4D de la semaine. Je mettrai en fait les trois exemples qu'on a vus avec l'affichage, avec la vibration et puis avec la dynamique séparément sur le blog pour que vous puissiez les télécharger. Et je pense avoir à peu près tout dit sur cet effecteur custom qu'on peut créer facilement dans Expresso. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.